Dans cette première histoire, on va être dans une période propice un petit peu aux choses effrayantes, la période d'Halloween. Je vais vous raconter également cette histoire à la première personne pour qu'il y ait un maximum d'immersion. Au dernier Halloween, j'étais devant ma porte d'entrée et j'attendais. Ce que je faisais, c'était distribuer des bonbons à ceux qui venaient toquer à ma porte. Certains enfants venaient seuls, d'autres étaient accompagnés de leurs parents, et quand ils me tendaient leur sac, je donnais gracieusement plein de bonbons. Au fur et à mesure de la soirée, le soleil commençait à se coucher. À un moment donné, il faisait totalement noir et plus personne ne venait sonner à ma porte. Je me suis dit que la soirée d'Halloween était terminée et j'allais donc m'apprêter à éteindre la lumière de mon Porsche. Après cela, j'irai au lit tranquillement, mais juste avant que j'éteigne la lumière du Porsche, j'ai entendu quelqu'un qui a sonné à ma porte. Je me suis dit que c'était des enfants qui n'étaient pas encore passés, du coup j'ai pris une poignée de bonbons et j'ai ouvert la porte. Il y avait deux enfants qui se tenaient là, mais qui ne portaient pas de costume. C'étaient les enfants les plus étranges que j'avais vus de toute ma vie. Leur peau était très pâle, presque fantomatique. Leurs yeux étaient totalement noirs, leurs dents étaient tellement grosses que je pouvais les voir sortir de leur bouche. En soi, leur look était encore plus effrayant que tous les jeunes qui étaient passés en costume d'Halloween. Ils étaient habillés de manière totalement classique, un t-shirt et un pantalon. Assez confus, et normalement aimant bien deviner en quoi les filles étaient déguisées, je leur ai dit « En quoi êtes-vous déguisés? Est-ce que vous êtes en sorte de monstre? En zombie peut-être ?» Là, les deux jeunes enfants devant ma porte m'ont souri. Ils m'ont dit « Non, ce soir, nous sommes déguisés en humains. » Là, j'ai eu une crise de panique. J'ai refermé la porte tout de suite et j'ai fermé la porte à clé. J'ai regardé au travers du Judas et je les voyais toujours là, à attendre devant ma porte sans faire le moindre mouvement. Là, ils ont commencé à s'approcher de la porte et à toquer à celle-ci, tout en demandant à ce que je les laisse entrer chez moi. La porte claquait, c'est comme si elle pouvait céder à chaque instant, mais aussi rapidement que les bruits sont venus, ils se sont arrêtés. J'ai regardé de nouveau dans le Judas et les deux jeunes enfants étaient partis. Toute la rue était déserte. Je ne sais pas pour vous, mais au prochain Halloween, je n'ouvrirai la porte à personne. C'est marrant ça, cette histoire, parce que ça me fait penser à un truc dont j'ai abordé dans une précédente vidéo. C'était les enfants aux yeux noirs. Et c'était des enfants en soi qui étaient un peu particuliers. Je ne sais pas si c'est forcément réel ou si c'est du fake, mais ces enfants avaient une sorte de capacité. C'était le sentiment de rendre quelqu'un très mal à l'aise, de lui donner très peur sans qu'il y ait forcément de raison derrière. Et bah là, je pense que notre homme, il a typiquement croisé ces enfants-là. On ne sait pas trop ce que c'est, est-ce que ce sont des sortes de fantômes, des sortes de monstres? Libre à vous de vous en faire votre propre avis. Allez, maintenant on passe à l'histoire suivante. Dans cette seconde histoire, je vais vous raconter la terrible histoire d'une femme qui s'appelle Suzanne. Suzanne vivait dans une vieille maison qui surplombait un peu l'océan. Elle était divorcée, elle vivait totalement seule. Elle avait eu un enfant du nom de Bobby qui s'était noyé dans ce fameux océan qui était surplombé par sa maison. Elle est toujours dévastée de la perte de son enfant et elle se sent comme si elle ne pourrait jamais aller de l'avant, ce qui est totalement compréhensible quand tu perds un enfant. Le temps passe et Suzanne occupe ses journées à lire des livres sur un sujet assez particulier qui sont la magie noire et le satanisme. Plus elle lisait ces livres, plus elle se plongeait dans le monde occulte. Ça devenait de plus en plus comme une addiction. Et à un moment donné, au cours de ses lectures, elle est tombée sur un sort qui aurait une capacité qui l'intéressait beaucoup, celui de ramener les morts à la vie. Tard, un soir, alors qu'il faisait noir dehors, elle a dessiné un pentagramme sur le sol de sa pièce à vivre. Elle a allumé quelques bougies, vous l'avez compris, elle cherchait à pratiquer un rituel. Elle s'est placée au milieu du symbole qu'elle avait dessiné, et à minuit précisément, elle a lu un passage d'un des livres sur le satanisme qu'elle avait en sa possession. Ce passage disait « Accorde mon désir et exauce ma volonté. Je t'en supplie, à toi Satan, dont le mal est partout, dont le mal pourrait assombrir la terre, dont le mal pourrait rendre les eaux noires, dont le mal pourrait faire trembler le sol, dont le mal pourrait faire brûler la terre, et dont le mal pourrait faire trembler toute chose se trouvant au paradis et en enfer. Lucifer, prince des ténèbres, rends-moi mon fils qui s'est noyé par accident. Rends-le-moi maintenant, je t'en implore. » Après ça, Suzanne a éteint les lumières. Elle est tombée sur ses genoux et a commencé à pleurer. Et là, tout d'un coup, elle a entendu un très léger grattement sur sa porte d'entrée. Doucement, elle s'y est rendue pour aller voir ce que c'était. Et au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, le son du frottement sur la porte augmentait. En pleurant, elle a dit « Qui est là ?» Et elle a entendu une réponse qui l'a surprise. Elle a entendu une voix, comme un murmure qui disait « Maman ?» Suzanne s'est précipitée à la porte d'entrée, elle l'a ouverte. Et devant celle-ci, elle a trouvé un jeune garçon
trempé, qui avait froid, qui était recroquevillé sur lui-même. Suzanne n'en revenait pas. Elle a dit « Bobby, c'est toi, c'est vraiment toi ?» Elle l'a pris entre ses bras, elle l'a ramené à l'intérieur de la maison. Elle lui a mis une serviette autour du cou pour qu'il puisse se réchauffer. Le jeune garçon tremblait. Il avait très froid. Suzanne lui dit « J'étais tellement désespéré sans toi, mon garçon. Où étais-tu? Que t'est-il arrivé ?» Le jeune garçon va répondre « Je me souviens de l'eau froide, je n'arrivais pas à respirer. Je me suis réveillé et je n'arrivais pas à savoir où j'étais. J'ai marché et encore marché sous la pluie. Des gens m'ont trouvé, ils m'ont emmené avec eux. Je ne sais pas si j'étais vivant ou si j'étais mort. » Suzanne n'en revenait pas. Elle était choquée du spectacle qu'elle avait devant ses yeux et disait « Mais tu es vivant, tu es vraiment avec moi, tu es vivant. » Bobby dit à sa mère quelque chose d'assez étonnant, il va dire « Est-ce que j'ai été un bon garçon, maman ?» Ce à quoi Suzanne va répondre que oui, il a été un très bon garçon. Bobby va dire « Maman, est-ce que tu m'aimes ?» Ce à quoi Suzanne va répondre « Bien sûr que je t'aime du plus profond de mon cœur. » Bobby va ajouter « Est-ce que tu as été gentil avec moi, maman ?» Et Suzanne va dire « Oui, je l'ai été. » Le jeune garçon regardait sa mère, mais avec des yeux énervés, comme s'il lui en voulait. Ce regard a effrayé Suzanne. En criant, le jeune garçon va dire « Je veux jouer à un jeu avec toi, maman. Je veux jouer à cache-cache. » Sans que Suzanne ne puisse dire quoi que ce soit, le jeune garçon court en haut des escaliers et était hors de vue. Suzanne est surprise, elle dit « Bobby, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu » Mais elle n'a reçu aucune réponse. Suzanne implore son fils de revenir, elle lui dit « Mais que fais-tu? S'il te plaît, reviens. Ne me fais pas ça, ne repars pas, reviens s'il te plaît. » Mais encore une fois, elle n'a aucune réponse. Elle n'a aucune réponse jusqu'à ce qu'elle entende une voix, un peu comme quand elle a découvert son fils, qui l'interpelle. Cette voix semble venir de la pénombre de la maison, on ne sait pas trop d'où. Toutes les lumières étaient éteintes, et elle dit « N'es-tu pas contente que les lumières soient éteintes, maman? Ça rend le jeu encore plus amusant. » Suzanne dit « Mais tu vas te blesser dans le noir. » Tout en faisant attention, Suzanne se ferait un passage dans la pénombre, elle monte les escaliers, elle fait attention à ne pas tomber. Elle arrive en haut des escaliers, elle plisse un peu les yeux pour essayer de voir où se trouve son fils, et elle dit « Bobby, arrête s'il te plaît, tu énerves maman. » Tout d'un coup, une des portes qui se trouvait à l'étage s'ouvre. Elle s'ouvre en un claquement très bruyant. Là apparaît Bobby, qui regarde Suzanne avec un regard de maniaque, un regard qui montre qu'il est dangereux, et dans sa main, il tient un large couteau de cuisine. Là, Bobby va hurler quelque chose, il va dire « Joue-moi à cache-cache, maman. » Suzanne est terrorisée, et ce spectacle qui la surprend la fait tomber en arrière dans les escaliers. Au sol de retour au rez-de-chaussée, elle lève les yeux, elle regarde en haut des escaliers, de là où elle est tombée, et elle voit son fils qui descend les escaliers rapidement avec le couteau au-dessus de sa tête. En descendant, Bobby hurle « Tu as menti, maman. Bobby ne s'est pas noyé par accident. Tu le sais, il s'est noyé tout seul. Il ne pouvait pas rester près de toi, vu comment tu le traitais, et il s'est tué. Il s'est tué juste pour être loin de toi. Tu ne le vois pas? Bobby ne veut pas revenir te voir. Bobby te déteste. Il ne veut pas revenir te voir. Donc c'est moi qui l'ai envoyé. » Là, un flash a éclairé toute la maison. Et pendant ce flash, Suzanne a pu voir ce qui était venu à la place de Bobby. Ce n'était pas humain, c'était une chose. L'histoire s'arrête ici. Bah là, c'est une histoire en soi très intéressante. Hein. Tu te dis, d'un côté, elle a fait un rituel satanique pour amener son fils. Son fils voulait pas, du coup, quelqu'un a dit « T'inquiète frérot, j'y vais. » Comme quoi, peut-être qu'en enfer, les gens, ils sont sympas. Qui sait? Moi, je trouve ça cool parce que dans cette histoire, je voyais pas la fin venir comme ça. Pour moi, le Bobby n'allait pas être l'enfant perdu qui devait être ramené. Ça allait être un monstre, un démon, quelque chose comme ça. Mais je pensais pas qu'il allait avoir cet aspect de le fils ne voulait pas revenir. Du coup, quelqu'un d'autre a pris la place pour le venger, entre guillemets. Je pensais que ce serait plus un truc... vu que c'est du satanisme ou de la magie noire, elle a pas appelé son fils, elle a appelé un démon qui s'amusait avec elle, quoi. Mais du coup, histoire assez intéressante, j'ai beaucoup aimé honnêtement. Mais bon, en tout cas, ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est que tu vois que faire de la magie noire, ça a un risque. D'un côté, tu en payes le prix, et Suzanne en paiera clairement le prix. On peut supposer qu'elle va se faire tuer par le démon qui est revenu sous les traits de Bobby. Allez, on est parti sur l'histoire suivante maintenant. Un jour, une mère a emmené son fils et sa fille pour aller faire les boutiques dans un centre commercial. Tout s'est bien passé là-bas, ils ont fait leurs petites emplettes et puis après ils sont rentrés à la maison. Sur la route pour revenir, ils devaient traverser un chemin de fer. Mais là, il y a eu un problème. Au moment où ils ont traversé justement le chemin de fer, la voiture s'est coincée. Et ensemble, avec horreur, ils ont vu quelque chose arriver qui était très inquiétant. Un train. Donc vous avez la voiture qui est bloquée sur le chemin de fer, le train qui arrive. Vous vous doutez de comment ça va finir. Et effectivement, ça se passe. Le train fonce dans la voiture qui a été bloquée.
On a donc une scène d'accident, la police est intervenue, ils ont un peu enquêté dans les théories, et ils ont trouvé quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'ils ont trouvé que 2 corps. Le corps des 2 enfants. Ils ont trouvé autre chose, c'est qu'ils n'ont retrouvé que les jambes de la femme. Ils n'ont pas retrouvé l'autre moitié de son corps. Et cette partie-là du corps de la femme n'a jamais été retrouvée. Et plus tard, après ces événements, une série de meurtres a fait son apparition. Dans la petite ville où vivait de base la famille qui a eu cet accident, des enfants se faisaient assassiner. Dans les cours d'école, des rumeurs commençaient à circuler, des rumeurs concernant un monstre qui se faisait baptiser Clic-Clac, et les enfants en étaient effrayés. Ils disaient que c'était le fantôme de la femme qui avait perdu la vie dans l'accident avec ses enfants sur le chemin de fer. C'était un fantôme d'une femme sans jambes, elle aurait des ongles très longs, et elle se servirait de ses ongles pour pouvoir se déplacer. Ce nom Clic-Clac viendrait du son que ses ongles produiraient quand elle serait en train de pourchasser un enfant. Les enfants s'étaient mis d'accord sur quelque chose, c'était de rester enfermés, chez eux en sécurité, quand il faisait nuit dehors. On disait qu'à partir de 18 h, le fantôme, Clic-Clac, parcourait les rues de la petite ville à la recherche de victimes. Et si elle en trouve un, elle le découpera en 2. Très rapidement, cette fameuse légende qui s'est créée dans la ville a circulé dans toutes les écoles qui étaient aux alentours. Tous les enfants étaient au courant de cette fameuse légende du fantôme Clic-Clac. Et ils en étaient plutôt effrayés. Ils s'assuraient bien, une fois chez eux, de fermer toutes les issues à clé. Un jour, une jeune fille jouait dans son jardin. Sa mère est venue la voir et lui a dit d'aller chercher 3 bouteilles de lait au petit magasin du coin. La jeune fille a accepté et avait prévu de rentrer avant 18 h pour se mettre en sécurité. Comme ça, elle aurait pu éviter de se faire choper par ce fameux fantôme au cas où. La jeune fille se rend donc au magasin, sauf que problème, ils sont en rupture de stock de lait. Elle a donc dû aller voir d'autres magasins, plusieurs, pour obtenir les fameuses bouteilles de lait que sa mère lui avait demandées. Elle les a finalement trouvées, et elle a décidé de rentrer chez elle ensuite à toute allure. Sauf qu'elle était presque à court de temps. Sur la route, elle regarde sa montre, il était 17 h 52. Plus que 8 minutes pour se mettre en sécurité. Pendant qu'elle est rentrée chez elle, elle voyait les familles aux alentours qui rappelaient leurs enfants qui étaient dans le jardin pour se mettre en sécurité. Elle a commencé à courir, et elle a presque réussi à atteindre sa rue quand elle a entendu un bruit très étrange. Clic-clac, clic-clac. Elle s'est retournée tout de suite, mais la rue derrière elle était totalement déserte. Il n'y avait personne. La jeune femme décide de presser le pas pour revenir vite chez elle, elle était bientôt arrivée, mais c'est comme si ce fameux son qui se trouvait juste derrière elle la suivait. Elle a couru aussi vite que possible, et finalement elle arrive à rentrer chez elle sans rencontrer le moindre problème. Sauf qu'elle n'est pas encore dans sa maison, elle est devant la porte d'entrée. Elle tape à la porte pour que sa mère lui ouvre, mais malheureusement, sa mère s'est endormie. Les rideaux étaient fermés, et la porte d'entrée fermée à clé. Quelques minutes plus tard, la mère se réveille. Elle va voir à la porte d'entrée, après avoir entendu les bruits de sa fille qui tapait. Elle ouvre la porte, et là, elle tombe devant un spectacle d'horreur. Écrit sur le sol, à l'extérieur, juste devant la porte d'entrée, il y avait marqué en lettres de sang: Maman, pourquoi ne m'as-tu pas ouvert la porte? On n'a plus jamais revu la jeune fille depuis ce jour. L'histoire s'arrête ici, c'est une histoire. Steve vit en Roumanie, dans une petite ville, et il est gay. Il faut savoir que la Roumanie, au moment des faits que Steve nous raconte, n'est pas le pays qui est le plus tolérant vis-à-vis des homosexuels. Pour faire connaissance avec des personnes qui ont la même orientation que lui, Steve s'était inscrit sur l'application Grindr. Si vous ne savez pas ce que c'est une application un peu comme Tinder, mais pour les personnes du même sexe. Sur cette application, Steve a rencontré un jeune homme de 18 ans. Ce jeune homme, sur son profil, n'avait pas de photo parce que c'était entre guillemets trop dangereux, parce que les gens ne voulaient pas dire officiellement qu'ils étaient gays pour ne pas être pointés du doigt ensuite derrière dans la rue. À la place d'une photo de lui, il avait une photo de Rose. Steve nous dit que sur Grindr, de toute manière, beaucoup de personnes ne mettent pas de photo de profil. Les 2 jeunes hommes ont donc parlé pendant un petit moment, et Steve a eu un petit coup de cœur pour ce jeune homme. Ils ont donc convenu d'échanger des photos d'eux, des photos de leur visage pour savoir à quoi ils ressemblaient, et il se trouve que Steve reconnaît la photo du jeune homme, il l'a déjà vu dans la ville. Il dit donc qu'il le trouve vraiment très mignon, et qu'il l'avait déjà croisé plusieurs fois, et il ne savait pas qu'ils étaient de la même orientation. Les 2 jeunes hommes ont parlé encore un peu plus et ont convenu de se rencontrer. Steve devait passer chez un tailleur pour arranger un costume parce qu'il avait un enterrement de vie de jeune fille de sa cousine, donc il voulait un peu réajuster ses vêtements, et du coup il a proposé au jeune homme à qui il parlait de se rencontrer devant ce tailleur.
Le fameux tailleur était dans un bâtiment de 4 étages. Au premier étage, il y avait une boutique de vêtements où la tante de Steve travaillait. Au troisième étage, il y avait une sorte de petit local où on pouvait entreposer des choses. Et au dernier étage, le quatrième, il y avait le tailleur. Steve s'est donc rendu chez le tailleur dans un premier temps. Il a fait réajuster son costume et ensuite il s'est rendu au magasin de vêtements au premier étage pour demander à sa tante tout simplement comment ça allait. Pendant qu'il est en train de discuter avec sa tante, Steve regarde par la fenêtre et il remarque que devant le bâtiment, il y a 5 hommes. 5 hommes qui avaient l'air d'avoir la vingtaine. Steve se dit que peut-être la personne qu'il est censé rencontrer se trouve dans ce groupe-là. Il regarde attentivement et personne ne ressemble de près ou de loin à la personne à laquelle il parlait. Steve décide d'envoyer un message à l'homme à qui il parlait sur l'application Grindr pour lui demander si il est arrivé devant le bâtiment pour qu'ils puissent se rencontrer en face à face. Et une fois qu'il a appuyé sur le bouton envoyer, il remarque que le téléphone d'un des 5 hommes qui se trouvent devant le bâtiment s'allume avec une notification. Il remarque que l'homme qui a reçu la notification déverrouille son téléphone et il a l'impression que cet homme est en train de taper un message. À partir du moment où l'homme arrête de taper un message, Steve reçoit une notification de son application. Il avait eu une réponse. C'était un message du jeune homme à qui il parlait qui lui disait « Je suis derrière le bâtiment, je me suis mis là pour fumer une cigarette et que personne ne me voit. Viens me rejoindre. » Steve se rend compte très rapidement, au vu de la situation, qu'il ne va pas du tout rencontrer la personne des photos, mais qu'en fait, il est victime d'un piège. À force de messages, Steve essaye quand même de s'assurer. À force de messages, Steve essaye de faire en sorte, au cas où qu'il se soit trompé et qu'en fait il se méprenne, que le jeune garçon qu'il devait rencontrer vienne devant le bâtiment, mais le jeune garçon lui essaie de faire venir Steve derrière le bâtiment. Les actions des deux ne concordaient pas vraiment. Du coup, ils ont convenu de se rencontrer non pas devant ni derrière, mais dans la petite ruelle sur le côté. Au moment où ils ont convenu de cet arrangement, Steve se rend compte que les 5 hommes qui étaient devant le bâtiment sont en train de bouger justement vers la ruelle où ils devaient se rencontrer. Je pense qu'il n'y a plus forcément beaucoup de questions à se poser sur le fait de qui tenait le fameux compte sur Grindr. Pour Steve, il se dit qu'il a vu le piège en avance, du coup il penche sa tête par la porte du bâtiment pour s'assurer que la voie est libre. Les 5 hommes sont dans la ruelle, donc hors de portée normalement de Steve, et il en profite pour partir. Il se dit qu'il a eu quand même beaucoup de chance parce qu'il se doute fortement du sort que les 5 hommes lui réservaient. Il a pu rentrer chez lui en toute sécurité. Et après cela, en tout cas, il a désactivé l'application pendant un bon moment parce qu'il flippait un petit peu de tomber sur ce type de personnes. Et ça, je peux vous dire, ça terrorise assez de voir comment l'intolérance des gens, ça peut aller. Vous voyez, là, on ne sait pas ce que Steve vraiment aurait pu subir, mais pour sûr, ils n'étaient pas là pour lui faire des cadeaux. C'était une histoire qui a terrifié Steve, mais ça se finit quand même sur une note positive. Quelques jours plus tard, dans la rue, Steve tombe sur l'homme des photos, mais le vrai cette fois-ci. Du coup, il va l'interpeller, il va lui expliquer toute la situation, et effectivement, ce jeune garçon était vraiment, en tout cas, gay. Du coup, Steve lui dit qu'il y a des personnes qui ont utilisé ces photos pour tendre des pièges à d'autres personnes qui utilisaient l'application, et du coup, le jeune homme était terrifié, clairement, de cette situation. Et la note positive, c'est que Steve a demandé quand même au jeune homme s'il voulait bien sortir avec lui, le jeune homme a dit oui, et maintenant, ils coulent des jours heureux ensemble. Et ça, c'est ce qui fait plaisir dans les threads d'horreur, quand ça se finit quand même bien, on a quand même une note positive. Du bonheur à Steve, on espère qu'il ne le recroisera jamais ces 5 hommes. Les amis, là on va parler de quelque chose d'assez grave, on va parler de kidnapping. On va parler de Renée, qui était une jeune fille de 13 ans au moment des faits. Elle avait eu un ordinateur portable pour l'école, et du coup pour elle, internet c'était tout nouveau. C'était l'année 2003, du coup elle découvrait un petit peu ce domaine-là. À l'époque, on n'avait peut-être pas encore toutes ces préventions sur les catfish, les gens qui sont passés pour des jeunes, ce genre de pervers, donc elle était totalement inconnue à ce milieu-là. Pour vous dire à quel point ça date, c'est qu'elle découvrait à ce moment-là MySpace. Elle a utilisé un service de chat qui s'appelle AOL Chatroom. C'était un site internet en fait où on pouvait parler justement, un peu comme sur Omegle, avec des inconnus comme ça avec la webcam et un chat. Elle était un peu timide, mais en ligne, sa timidité s'en allait parce qu'elle se sentait un peu plus sereine derrière son écran. Ce qu'elle adorait en fait sur ce truc de chat sur internet, c'est qu'elle se disait qu'elle pouvait être totalement n'importe qui. Elle pouvait se faire passer pour une fille populaire de son école, se faire passer pour quelqu'un qui a fait plein de voyages, enfin vraiment elle pouvait créer son personnage et c'est ça qu'elle adorait. Elle rencontrait plein de gens virtuellement et à un moment elle a fait une rencontre qui la marque encore aujourd'hui. Cette rencontre c'était un homme de 27 ans. Un soir, Renée s'est connectée à ce fameux AOL Chatroom, il y avait sa mère dans la cuisine avec elle mais elle n'était pas forcément surveillée parce que sa mère travaillait en fait beaucoup. Donc elle n'avait pas de surveillance par rapport à ça. En plus de ça, sa mère n'était pas très à l'aise avec la technologie, du coup elle avait vraiment un regard très distant par rapport à ça. Elle se faisait passer pour une jeune fille de 15 ans alors qu'elle en avait 13, parce qu'elle trouvait que ça lui donnait un air un plus mature.
Vous voyez, c'est par exemple par rapport à ça quand je vous disais qu'elle aimait bien se créer des personnages sur internet. Et là, elle a reçu un message. Ce message disait: Salut, je m'appelle Rob, d'où viens-tu? Et c'est comme ça que tout a commencé. René lui a dit d'où elle venait, qu'elle était au lycée, et elle demande ensuite: Et toi? L'homme lui répond en lui disant qu'il a 19 ans et qu'il est à New York. René se sent un peu privilégié de parler à un homme plus grand, en plus elle trouve que le mec est plutôt charmant, physiquement en tout cas. Ils se sont beaucoup parlé, que ce soit via le AOL Chatroom, via mail, ils se sont même appelés, ils avaient un peu créé une sorte de relation virtuelle. Par exemple, ils n'étaient pas officiellement en couple, mais René, à un moment donné, a découvert que cet homme parlait à d'autres filles. Elle voulait donc à ce moment-là dire: on arrête tout, on arrête de parler. Et l'homme, lui a imploré de rester avec lui, de continuer à lui parler, de continuer cette relation qu'ils avaient créée ensemble. Et ensuite, dans cette relation, ils sont passés à l'étape d'après, c'est-à-dire l'étape de la rencontre. Renée était très nerveuse, le garçon ne lui avait jamais demandé une seule fois une photo, donc il ne savait pas à quoi elle ressemblait. Mais il y avait une relation particulière qui s'était créée entre les deux, parce que Renée, elle devenait un peu addict à cette relation, parce qu'elle avait l'impression de se sentir désirée, de se sentir en sécurité, de se sentir voulue, et du coup, comme je vous l'ai dit, il y a maintenant cette étape de la rencontre. L'homme a conduit de New York jusqu'à chez elle. Bien sûr, René n'en avait pas parlé à sa mère travaillait à côté de la maison. Du coup, quand l'homme est venu en voiture devant chez elle, il ne s'est pas garé devant, mais un peu plus loin. Pour rentrer dans la maison, il est passé par la porte arrière. Et quand il est venu, René avait une amie avec elle, au cas où. Malheureusement, cette amie, quand elle a vu l'homme rentrer dans la maison, a flippé et elle s'est cassée. Meilleur des amis possible. René et le fameux Rob se sont rencontrés, ils se sont fait un câlin, ils se sont embrassés, et ensuite il s'est passé différentes choses. Je pense que vous comprendrez. Une fois qu'ils avaient terminé leur petite affaire, Rob a dit à René qu'il passerait la chercher le lendemain après l'école pour partir en date. René a dit ok, elle ne savait pas du tout où il vivait, parce qu'en plus l'hôtel qui était le plus proche de chez elle était à au moins 1 heure de route. Donc c'était une vraie question pour elle de se dire: mais attends, il reste où? Est-ce qu'il dort dans sa voiture? Est-ce qu'il va à l'hôtel? Est-ce qu'il a un ami qui vit dans le coin qui l'héberge? C'était un vrai mystère pour elle, mais ça l'a pas alerté plus que ça sur le moment. Le lendemain, il y a donc l'école, et à la fin de la journée, René se dirige donc vers la voiture de son petit ami virtuel. Personne n'a remarqué qu'elle était rentrée dans sa voiture, personne n'a rien dit, et du coup la voiture a ensuite démarré. Pour René, c'était une grande première, elle n'avait jamais eu de petite amie auparavant, ou de rencontre amoureuse, donc un date c'était tout nouveau pour elle. Et là il va se passer différentes choses, ils vont se garer à plusieurs endroits, où encore une fois, ils vont avoir des relations ensemble, et René va remarquer différentes choses qui vont l'intriguer, mais elle était tellement aveuglée qu'elle n'a pas justement été alertée encore une fois. Elle a vu une photo d'une jeune fille de 15-16 ans dans la portière de sa voiture, Rob lui a dit que c'était sa cousine, elle l'a cru. Elle a demandé si elle pouvait avoir son permis de conduire, il a dit qu'il avait oublié à l'hôtel, elle l'a cru. En fait, elle croyait tout ce qu'il lui disait. Rob a ensuite ramené René à l'école, et ensuite René est rentrée chez elle. Sa mère a appris qu'elle n'avait pas pris le bus pour rentrer de l'école, du coup, elle lui a demandé ce qu'elle avait fait, René lui a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, et la mère, très énervée, lui a dit qu'elle ne le reverrait jamais. Rob, lui, était censé être reparti chez lui, du coup, René était assez triste, elle n'écoutait pas trop sa mère. Elle était en fait totalement triste. Comme si deux personnes qui s'aimaient se séparaient à cause de la distance, mais qui restaient ensemble. Forcément, quand il y a la séparation, parce que chacun doit repartir vivre sa vie, ça peut faire mal au cœur. René se souvient lui avoir envoyé un email en lui disant qu'elle aurait beaucoup aimé vivre avec lui. Elle lui a dit plusieurs fois aussi au téléphone qu'elle aimerait bien qu'il vienne la chercher. Et Rob a dit ok. Du coup, quelques jours plus tard, effectivement, Rob s'est présenté chez elle pour que René puisse partir avec lui. Forcément, René s'en voulait beaucoup d'abandonner sa mère, mais elle se disait qu'elle était amoureuse de Rob, du coup, elle faisait ça pour son bonheur. Elle a emballé quelques affaires, et au milieu de la nuit, elle a rejoint Rob, qui était en compagnie de son cousin, dans sa voiture. Bon, Rob avait clairement envie, en fait, pendant le trajet, pendant que son cousin conduisait, d'avoir des relations avec René. Assez glauque, on va pas se mentir. La route a duré une éternité, elle n'a rien eu à boire, et quand Rob et son cousin s'arrêtaient à une station-service, ils se prenaient des choses pour eux, mais pas pour René. Et encore des heures plus tard, vraiment la route a duré une éternité pour René. La voiture s'arrête apparemment à quelques pâtés de maison de là où vit Rob, parce qu'il doit en fait aller récupérer quelque chose, selon ce qu'il dit. René est assise à l'arrière de la voiture, elle se réveille une petite sieste, et elle remarque qu'il y a 8 silhouettes autour de la voiture, des hommes et des femmes, toutes habillées en noir. Ces personnes disent à René de sortir de la voiture. René se dit attends, ça fait 10 minutes même pas que je suis à New York et je me fais déjà voler quelque chose. Elle sort de la voiture et là,
une des silhouettes se saisit de René et la plaque au sol. Elle lui demande son nom et son âge. Et le cousin de Rob était également là. Il a aussi été plaqué au sol et il demande de confirmer l'âge de René. Et il se trouve que c'était des policiers qui avaient interpellé René et le cousin de Rob. Elle a été emmenée au commissariat et là, elle a revu Rob menotté et c'était la dernière fois qu'elle le voyait. Elle était totalement dévastée intérieurement parce qu'elle était vraiment amoureuse de lui. Elle a été emmenée dans une salle d'interrogatoire où elle a été interrogée par la police pendant des heures et ensuite elle a été emmenée à l'hôpital. Ensuite on l'a emmenée à l'hôtel où une dame s'est occupée d'elle, lui a donné à manger, à boire, elle a vraiment été très gentille avec René. Et le lendemain, 2 agents du FBI ont escorté René en avion jusqu'à chez elle. Elle a été accueillie chez elle par sa mère, des policiers et des journalistes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la mère de René a remarqué assez rapidement que sa fille avait disparu. Du coup, elle avait appelé la police n'a pas forcément voulu intervenir, ils se sont dit peut-être qu'elle va revenir, fallait attendre un petit délai quand même pour qu'ils puissent lancer une recherche. Et en fait, elle avait des gens dans sa famille qui connaissaient, enfin voilà, le réseau, le gouverneur de l'État, qui a poussé la police justement à chercher déjà un peu plus loin. Et là, ce qu'il faut savoir pour ce thread, c'est assez particulier, parce que je vous le raconte du point de vue de la jeune fille qui était vraiment amoureuse de Rob, mais la mère, elle, pour elle, c'était un kidnapping, et ça allait tellement loin qu'il y a eu vraiment une alerte enlèvement qui a été lancée. Aux États-Unis, ça s'appelle l'alerte Amber, qui est vraiment une alerte enlèvement à très grande échelle. Donc c'est vraiment allé très loin. Et en fait, on voit clairement, et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette histoire, que la victime, celle qui raconte l'histoire, ne s'en rend pas du tout compte. D'ailleurs, on voit bien, moi je vous l'ai raconté telle qu'elle l'a récité, que même avec du recul maintenant, elle se rend pas forcément bien compte de ce qui lui est arrivé, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle allait être enlevée pour être placée dans un trafic, encore une fois, d'humains. Je sais que j'avais fait une vidéo où j'avais déjà parlé de ce type de phénomène avec l'influenceuse, mais là, clairement, c'était un trafic d'humains, et même un trafic d'enfants, c'est pour vous dire. Là, on a clairement un syndrome de Stockholm. En gros, pour vous récapituler l'histoire, sans justement un peu cette vision biaisée de celle qui raconte l'histoire, on a un homme qui se baladait en 2003 sur internet et qui séduisait des jeunes filles. Ensuite, il arrivait à les convaincre de les rencontrer, il avait des relations avec elles, des jeunes filles mineures évidemment. Après cela, il les kidnappait en leur faisant croire que c'était de leur plein gré, et ensuite justement, il les enlevait. Il faisait la route, il les ramenait à New York et puis il les mettait en place dans ce trafic d'enfants. Dans l'histoire, à un moment donné, Rob dit qu'il doit sortir pour aller faire quelque chose. La chose qu'il doit faire, clairement, en fait, c'était fuir. Rob a été condamné à 10 ans de prison. Et Renée, elle, a pas eu une vie très facile parce qu'elle a ensuite été harcelée à l'école. Elle est tombée en dépression. Elle a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Elle a vraiment eu beaucoup de mal à se remettre de ce qui lui est arrivé parce que ça lui a pourri beaucoup d'années de sa vie. Quand elle a raconté l'histoire, elle avait 29 ans, c'est-à-dire 15 ans après les faits, et vous voyez, ça l'a marqué encore. C'est clairement une histoire de dingue, et je trouve ça vraiment très particulier de voir justement la vision que la victime de tout ça avait, parce qu'elle le raconte comme si elle était amoureuse, elle croit Rob sur toute la ligne, le mec lui dit « je viens te chercher après l'école, d'accord, je vais t'emmener chez moi, d'accord, je pointe chez toi comme ça, d'accord ». Elle disait oui à tout, parce qu'elle était amoureuse, elle était timide, elle devait déjà avoir quelques problèmes avant de rencontrer Rob. Elle devait être fragile. Et Rob, justement, en a profité et c'est ça qui est totalement dingue. Les amis, je vous propose qu'on parte sur un thread maintenant un peu plus classique. On va aborder une dernière histoire, un dernier thread horreur qui là ressemble beaucoup plus à un thread horreur classique. On va pas du tout rentrer dans l'aspect psychologique comme le thread juste avant. On va voir l'histoire de Justin. Justin était à l'école élémentaire et un matin, il se fait réveiller par sa mère qui est surexcitée. Il comprend pas pourquoi. Elle lui dit Justin, réveille-toi. Et en fait, c'est que sa mère s'était réveillée, elle n'avait pas entendu son réveil, du coup elle était un peu elle se demandait ce qui se passait, parce qu'en fait c'est elle qui réveillait à chaque fois Justin pour aller à l'école. C'était un deal qu'ils avaient entre eux, la mère se réveillait, et ensuite elle allait réveiller son fils. Du coup, ne s'étant pas réveillée, enfin plutôt n'ayant pas entendu son réveil, elle n'a pas pu réveiller Justin, qui allait être en retard à l'école. Naturellement, il allait rater le bus, du coup sa mère lui dit « on panique pas, je vais t'emmener ». Donc Justin est tranquillement en train de prendre son petit déjeuner. Le bus devait passer à 7h du matin et à 6h50, la mère de Justin et Justin voient un bus qui arrive et qui s'arrête. C'est normal parce que le bus devait prendre Justin. La mère sort de la maison, fait un signe au chauffeur de bus que Justin ne prendra pas le bus ce matin et elle revient. Sauf que étrangement, le bus ne s'éloigne pas. Et plutôt que de s'éloigner, on entend quelqu'un qui toque à la porte. La mère de Justin va voir qui c'est et c'était un homme en uniforme de chauffeur de bus, mais ce n'était pas le chauffeur habituel. Cet homme explique qu'il est le remplaçant du chauffeur de bus qui a appelé pour dire que le chauffeur qui normalement conduisait les enfants à l'école était malade.
Il disait que c'était normal qu'il soit là un peu plus tôt parce qu'il ne connaissait pas très bien le trajet, du coup c'était pour ne pas mettre les enfants en retard. La mère de Justin lui explique que c'est elle qui emmènera son fils à l'école ce matin, et apparemment le chauffeur avait l'air assez déçu. Il insiste en disant que il peut patienter quelques minutes le temps que Justin se prépare pour l'emmener. La mère de Justin, elle aussi de son côté, insiste en disant que non, c'est elle qui emmènera son fils à l'école. L'homme a l'air énervé, étrangement d'ailleurs, et la mère dit donc qu'il peut s'en aller, continuer sa tournée et que elle prend soin de son fils. Elle est carrée, la mère de Justin. L'homme fait donc demi-tour, il se dirige vers son bus et s'en va. Là vous allez me dire c'est bizarre, mais rien d'étrange, ça fait pas peur. Vous allez voir. Justin continue toujours de manger son petit déjeuner quand vient 7h. Et à 7h, il y a un autre bus scolaire qui s'arrête devant chez Justin. La mère de Justin le remarque, elle trouve ça assez étrange. À 10 minutes d'intervalle, deux bus scolaires qui passent au même endroit. Bizarre. Elle sort de la maison, elle va parler au chauffeur. C'était le chauffeur habituel, qui lui n'avait jamais appelé pour dire qu'il était malade. Et qu'il n'y avait pas de chauffeur de remplacement sur son trajet. Le chauffeur de bus a immédiatement appelé l'entreprise de bus pour leur dire qu'il y avait peut-être un bus qui avait été volé, enfin quelque chose qui n'allait pas. Et il a dit à la mère de Justin de rentrer et d'appeler la police. Justin et sa mère pensent que ce bus avait ciblé Justin et qu'il voulait tout simplement le kidnapper. Et qu'il avait mis du coup en place une énorme stratégie, parce qu'il faut le faire quand même, prendre un bus d'école pour enlever un enfant. Après peut-être qu'il comptait en enlever plusieurs, on ne sait pas forcément, on n'a pas beaucoup de révélations sur cette histoire. Mais en tout cas Justin se dit qu'il a beaucoup de chances de s'être réveillé en retard ce jour-là, parce que si il avait été prêt pour l'école à temps, il serait parti avec ce chauffeur de bus. Et il ne serait sûrement pas arrivé à l'école, et le soir il ne serait sûrement pas rentré en sécurité chez lui. On commence avec la première histoire. Il y avait deux jeunes filles, du nom de Emma et Veronica, qui vivaient dans la même ville, mais encore mieux, dans la même rue. On est la nuit d'Halloween, effectivement, ça tombe sous le sens parce que je vous ai dit que les histoires concernent Halloween, et les parents de Emma étaient partis à l'extérieur de la ville pour le week-end. Emma était un petit peu nerveuse concernant le fait de se retrouver seule chez elle. Du coup, pour éviter d'avoir peur, elle invite son amie Veronica à passer la nuit. Les jeunes filles prévoient de faire une petite nuit blanche. Pendant la journée, tout se passe bien, elles s'échangent des habits, elles se font les cheveux, elles se font les ongles, un peu cliché, mais c'est ce qu'elles font. C'est ce que dit l'histoire. Le soir, elles commandent des pizzas, elles regardent un film d'horreur, forcément Halloween, tu vas pas te regarder un Teletubbies, et de temps en temps, des groupes d'enfants viennent sonner à la maison de Emma. Ils viennent sonner pour les assassiner. C'est pas vrai, c'est Halloween, ils veulent des bonbons. Du coup, les jeunes filles, elles sont très contentes, elles prennent beaucoup de plaisir à distribuer des bonbons ici et là. Après que la soirée passe, on est donc vraiment au cœur de la nuit. Les jeunes filles parlent entre elles, elles s'échangent des petits ragots, des petits potins, elles discutent quoi. Sans qu'elles ne s'en rendent compte, le temps passe, et minuit arrive. Les deux jeunes filles sont fatiguées, du coup elles se disent « Bon, la nuit blanche, on oublie, on va aller dormir ». Emma va dans son lit, et Veronica, elle, va sur un matelas qui avait été installé en son heure sur le sol de la chambre de Emma. La pièce était totalement silencieuse, et Emma, naturellement, se fait bercer par le silence et commence petit à petit à trouver le sommeil. Et là d'un coup Veronica s'assoit sur son matelas, et elle secoue Emma pour la réveiller. Elle dit avec une voix très forte « Viens, on va en bas, on descend les escaliers, on va chercher de la glace. » Plutôt relou comme proposition quand toi tu veux juste dormir. Emma, encore dans un demi-sommeil, dit « Non, je suis fatiguée, j'ai pas faim. » Et en plus de ça, en se retournant, elle dit « En plus de ça, on n'a pas de glace dans le congélateur, on a déjà tout mangé. » Et là, Veronica va faire une proposition assez incongrue. Elle va dire, on n'a qu'à sortir et elle en acheter. Ne voulant pas pourrir l'ambiance, Emma dit, je suis désolé, moi j'en veux pas, mais toi si t'en veux, t'as qu'à y aller. Là, d'une manière plutôt rationnelle, Veronica va dire, bah non, c'est pas forcément sûr de sortir aussi tard la nuit, surtout si je suis toute seule. Elle dit donc, viens avec moi. Emma, elle a vraiment pas envie d'y aller, du coup elle se retourne un peu dans tous les sens, et elle fait genre elle l'entend pas. Sauf que Veronica, elle lâche pas l'affaire, elle dit, s'il te plaît Emma, s'il te plaît, viens avec moi, J'ai vraiment envie de manger de la glace. Elle est tellement obstinée qu'elle commence même à pleurer à cause de ça. Là, Emma, qui est exaspérée, elle en peut plus, elle se dit, bon, ok, si c'est si important pour toi, on va y aller, mais calme-toi. Rapidement, les jeunes filles s'habillent, prêtes à sortir, elles mettent leur manteau, et dès qu'elles ont mis un pied à l'extérieur de la maison, Veronica attrape la main de Emma et elle se précipite. Non pas en direction du magasin qui vend des glaces, mais dans la direction opposée. Emma, surprise, dit « Mais attends, c'est pas la bonne direction. On va pas du tout dans le bon sens, on va dans le sens inverse là. » Et là, Veronica va dire « Chut, on va aller au commissariat. Parce que quand j'ai regardé dans le miroir de ta chambre, j'ai vu un homme avec une hache caché sous ton lit. » C'est là que l'histoire s'arrête. Oui,
Je sais, il n'y a rien qui a annoncé cette fin-là. Au moins, ça vous surprend un petit peu. Après, c'est sûr que tu peux tout faire avec ce genre d'histoire. Tu peux dire, il y avait un clown, il y avait un fantôme, il y avait un cadavre. Tu peux vraiment faire la fin que tu veux. J'aime bien celle-là parce que tu t'y attends pas et puis du coup, tu te dis, ah, effectivement, ça pue. J'aime bien. Simple, efficace, tout ce qu'on aime. Et quand je dis tout ce qu'on aime, je parle pas d'avoir un mec avec une hache cachée sous notre lit, ok? C'est ça qu'on est clair là-dessus. Personnellement, c'est pas mon kiff. Peut-être que vous aimez bien ça. Ça, je ne sais pas et je ne juge pas. Les goûts, les couleurs, ça dépend des personnes. On passe à la seconde histoire. Il y avait un manoir qui appartenait à la famille Eldritch depuis des années. Et quand je dis des années, c'est vraiment longtemps. Des siècles et des siècles. Ambrose Eldritch était un homme qui a vécu dans ce manoir, seul, pendant toute sa vie. C'était un homme assez timide, pas sociable du tout. Du coup, il s'est cloîtré dans ce manoir. Quand il était un peu plus jeune, on le voyait, mais au fur et à mesure qu'il vieillissait, on le voyait de moins en moins jusqu'à ne plus le voir du tout. Quand il est décédé, sa demeure a été transmise aux membres de sa famille le plus proche, parce qu'il n'avait pas d'héritier. La personne qui a reçu ce manoir, c'était son neveu, du nom de Ellison. Après les funérailles du vieil homme, Ellison est allé dans un bureau d'avocat ou un notaire, quelqu'un qui allait gérer justement la transmission de propriété. Il a signé tous les papiers pour recevoir le bien, et du coup, il a enfin accès à la maison qui lui revenait de droit. Il avait maintenant un manoir à sa disposition, il s'est dit qu'il allait y vivre et qu'il allait sûrement bien kiffer y vivre. Le jour où il a emménagé dedans, il a déverrouillé la porte d'entrée, la porte principale, et il a fait ses premiers pas dans le vieux manoir. Il y avait des meubles très vieux, certains étaient hors de prix, d'autres c'était carrément de la camelote, et du coup, le neveu fait sa petite visite du domicile. Il admire tout ce qu'il y a, parce qu'il y a une décoration assez ancienne. D'ailleurs, il y a des peintures de ses ancêtres qui sont affichées sur les murs. Du coup, il admire chacune des peintures, une par une. La nuit de cette journée d'emménagement, alors qu'il faisait encore le tour de la maison, Ellison a pris une lampe pour s'éclairer. Généralement, effectivement, quand tu prends une lampe, c'est pas pour autre chose. Essayer de vous faire des pâtes avec une lampe, je pense que ça risque d'être compliqué. Il examine vraiment attentivement chaque recoin de la maison. En gros, il fait son petit état des lieux à lui, quoi. À un moment donné, il tombe sur quelque chose à l'arrière de la maison, à l'extérieur. Une sorte de vieux bâtiment, mais assez petit. Quelque chose fait vraiment en briques, mais c'est un peu à l'écart. Il se rend vite compte que ce fameux bâtiment à l'arrière de la maison, je dis bâtiment, ça semble gros, mais c'était assez petit, c'était le mausolée de la famille, c'est-à-dire là où sont enterrés les membres de la famille qui ont habité dans le manoir. Curieux, le neveu s'aventure dans ce vieil endroit, et il se rend compte qu'effectivement, il y a plein de générations de sa famille qui sont enterrées là. Et ce qu'il trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément juste des grands-parents et des arrière-grands-parents, il y a vraiment des gens qui sont enterrés là, mais qui peuvent dater de 4 siècles. Chaque tombeau, si on peut appeler ça des tombeaux, était séparé, et dans ces tombeaux, il y avait un cercueil. Le cercueil qui contenait le corps de ses ancêtres. Après sa petite visite, Ellison est rentré dans le manoir et il a dormi. Les jours ont passé et Ellison était très intrigué par le mausolée. Il s'y rendait plutôt régulièrement, encore et encore. Il aimait bien cet endroit parce que c'était un endroit très calme, très apaisant, même si la mort là-bas régnait. Il aimait bien se dire que quand lui, il passerait l'arme à gauche, bah il serait enterré ici, avec ses ancêtres. Il trouvait que ça avait un aspect un peu honorable. Un soir, alors qu'il se rendait de nouveau dans le mausolée, il se rend compte avec effroi que un des cercueils a été ouvert. Donc il se dit, mince, il y a des gens qui sont rentrés sur ma propriété et qui ont profané le mausolée. Et le cercueil qui a été ouvert, c'était pas en plus un cercueil anodin. C'était le cercueil de la personne qui lui avait légué le manoir, Ambrose, son oncle. Ellison jette donc un regard dans le cercueil pour voir si rien d'autre n'avait été dégradé. Et ce qu'il a vu, ça l'a terrifié. Ce qu'il a vu, c'est que le cercueil avait été effectivement profané à l'intérieur et que le corps du vieil homme, son cadavre, avait été mutilé. Son torse avait été ouvert et beaucoup de ses organes étaient manquants. Il y avait ses intestins qui étaient à moitié sortis, vraiment un spectacle dégueulasse. Et sur sa peau, il y avait des marques assez particulières, des marques de morsure, comme si quelqu'un l'avait mordu. Mais c'était pas des traces de morsure d'animaux, c'était des traces de morsure humaines, plutôt chelou. C'était quelque chose de difficile à croire, mais il semblait que quelqu'un s'est dit qu'il allait manger le corps de l'oncle qui était décédé. Ellison, évidemment, il est pas bien du tout, il est horrifié. Il se précipite dans son manoir et il appelle la police. Quelques dizaines de minutes plus tard, la police débarque sur les lieux, 2 officiers précisément, et il décide de jeter un coup d'œil sur la propriété. Peut-être que la personne qui avait profané le manoir était toujours dans le coin. Malheureusement, il ne trouve rien, du coup il pose quelques questions
à Ellison et lui disent que ils peuvent pas faire grand chose en soi. Ils ont pas de coupable, ils ont pas forcément relevé d'indice, donc chou blanc, je crois que c'est ça l'expression. Le lendemain matin, Ellison va faire un petit tour en ville. Il décide de prendre les choses en main lui-même, sachant que la police ne peut pas faire grand chose pour l'aider. Il se rend dans un magasin de chasse et il achète notamment des pièges assez grands pour pouvoir capturer un homme si jamais il tombe dedans. Il ramène tout ça chez lui, il place ça précisément dans le mausolée pour éviter que d'autres cercueils ne soient profanés. Là où il place le piège, a priori, si un humain rentre dans le mausolée, il est pris dedans. Après avoir installé tout ce qu'il voulait installer, il retourne dans le manoir, il va se coucher. Il se dit peut-être que demain matin j'aurai une belle prise. Pendant la nuit, il est réveillé par un son. Pas un cri ou quoi que ce soit, un son comme s'il y avait du mouvement à l'extérieur du manoir. Rapidement, Ellison sort du lit, il attrape une lampe et il va voir ce qu'il a sorti de son sommeil. Le son venait du mausolée, Ellison se rend donc dedans, et il se rend compte que le piège qu'il avait installé n'avait pas attrapé quelqu'un, mais il avait été déplacé, comme si quelqu'un avait fait « Oh mon dieu, un piège !» Je décale et je passe. Après avoir vu ça, Ellison fait un petit tour du mausolée et se rend compte que le corps de son oncle a encore été mutilé. Il est dans le même état que quand il l'avait trouvé la première fois, c'est-à-dire à moitié dévoré. Encore une fois, Ellison retourne dans son manoir, il rappelle la police, il dit c'est pas possible, c'est la deuxième fois que ça arrive, il faut faire quelque chose. Du coup, la police dit ok, on va voir ce qu'on peut faire. Du coup, le lendemain, 2 policiers sont affectés à la garde du mausolée qui a l'air d'être victime d'intrusion. Cette nuit-là, la nuit où les policiers montent la garde, à l'extérieur, où il fait froid, Ellison, lui, est dans son salon, près du feu, lui il est au chaud tranquillement, peinard, et il lit un petit bouquin. Pendant qu'il lit, il commence un petit peu à tomber dans le sommeil. Sa lecture l'endort et du coup, pouf, il s'assoupit. Et tout à coup, il est réveillé par un son, un bruit de coup de feu. Quand il ouvre les yeux, il est ébloui par la lumière d'une lampe. Ellison n'y comprend rien, il regarde un peu autour de lui, il est dans le mausolée, les policiers, eux, sont à la porte du mausolée, et les policiers l'éclairent avec leur lampe. Et sur leur visage, ils ont une expression de dégoût. Ellison jette un œil sur le sol, et il se rend compte qu'il est posé sur le cercueil de son oncle. Il dit « Mais que se passe-t-il » Mais en disant ça, il sent qu'il y a un truc qui le gêne dans la bouche. Quelque chose de visqueux. Vous comprenez vers quoi on se dirige là. Et là, avec effroi, Ellison se rend compte que dans sa main, il tient un cœur humain. C'est là que l'histoire se termine. Conclusion. Ellison, le neveu, est somnambule et dans son acte de somnambulisme, il devient cannibale. Donc en fait, le truc qui mangeait son oncle, c'était lui. Alors cette histoire, je la trouve intéressante. Le petit retournement de situation est très bien fait, mais il y a un truc qui m'interpelle. Comment c'est possible à un moment donné, par exemple, que Ellison, le neveu, ait entendu du bruit à l'extérieur de la maison alors que lui, il était dans son lit tranquillement? Comment c'est possible? Sachant que c'est un son qui l'avait réveillé et c'est ça qui l'a emmené ensuite vers le mausolée pour voir ce qui se passait, qu'il a découvert ensuite pour la deuxième fois son oncle qui avait été bouffé. Ce qu'on peut se dire, là je me contredis, contre-argument, t'as vu, moi je peux faire des débats tout seul. Ce qu'on peut se dire, c'est que le son qu'il a réveillé, ça pourrait être juste un oiseau qui passe dans les buissons, ça peut être un animal qui passait par là et qui l'a ressorti de son sommeil. C'est possible, on peut trouver des explications, effectivement, c'est vrai. Vous avez même pas besoin de me dire oui mais Aken, si c'était ça, etc., etc. Je le fais moi-même. J'ai bien aimé cette histoire. Je l'avais pas vu venir. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu venir. Visiblement cette vidéo c'est la vidéo des fins inattendues. Allez, on passe à la dernière histoire. Cette histoire-là, c'est une petite histoire, avec un petit avertissement à la fin, histoire de faire flipper un petit peu. Il y avait 4 jeunes filles qui rentraient d'une soirée d'Halloween, en 2002. À un moment donné, sur leur trajet, elles sont passées à côté d'une vieille usine, et cette usine se tenait juste à côté d'un champ. Il y avait une rumeur concernant cette usine qui disait qu'elle était hantée. Évidemment, sinon c'est pas rigolo. Beaucoup de gens refusaient catégoriquement d'ailleurs, par rapport à cette réputation d'usine hantée, de s'aventurer sur le terrain de cette usine, donc dans le champ également, parce qu'ils avaient peur qu'il leur arrive des choses plutôt étranges et malsaines. Ils avaient peur de pas en revenir. Sauf que les jeunes filles, elles, pour rentrer chez elles, devaient passer par le fameux terrain de l'usine. Donc elles se sont dit, on le traverse rapidement et on n'en parle plus. Du coup, elles sont au milieu du terrain, et là, une des jeunes filles a une merveilleuse idée. Elle se dit, tiens, et si on allait visiter l'usine? Ça peut être cool. En plus, on est soir d'Halloween, quoi de mieux? Laissez-moi vous dire que c'est pas forcément une bonne idée si jamais t'es un peu sensible aux trucs hantés, etc. Ou si t'es sensible un petit peu aux frissons. Dans un premier temps d'ailleurs, les autres filles, elles sont pas chaudes du tout. Mais une décide de prendre son courage de main et se dit, t'as raison, ça pourrait être marrant. Comme ça, en plus, quand on reviendra à l'école derrière, on pourra dire que nous on y est allé parce qu'on est courageuse et dire ce qu'on a vu. Du coup, sur les 4 filles, il y en a 2 qui se disent on y va, 2 qui se disent on n'y va pas. Et plutôt que de faire
une discussion générale où on se dirait non, faut pas y aller ou si faut y aller, etc. Bah c'est simple, le groupe se divise en deux, t'en as 2 qui escaladent la clôture pour se rendre dans l'usine, 2 qui attendent à l'extérieur. Au bout de 20 minutes, les 2 jeunes filles qui attendaient à l'extérieur de l'usine commencent un peu à s'inquiéter parce que leurs amis ne reviennent pas. Mais leur pensée est rompue par des cris qui viennent de l'usine. Et les 2 jeunes filles qui attendaient à l'extérieur semblent reconnaître les voix qui ont produit ces cris, ça semble être les voix de leurs amis. Terrifiées, les jeunes filles ne vont pas à leur secours, elles rentrent chez elles pour aller chercher de l'aide. Malheureusement, bien qu'il y ait eu des recherches, les jeunes filles n'ont jamais été retrouvées, et on dit que l'usine est toujours présente, elle n'a pas été détruite, et que si jamais on ose s'aventurer sur le terrain ou dans l'usine le soir d'Halloween, eh bien nous aussi, on va disparaître et on ne sera plus jamais revu. C'est là que cette histoire se termine. Petite légende, je sais pas trop si c'est une légende urbaine ou quoi, je sais pas où c'est situé l'usine, de toute façon même si je le savais je vous le dirais pas parce qu'on va pas s'amuser avec ces choses là. Non, c'était un petit truc sympa, vous en pensez quoi? Moi j'ai bien aimé, un petit classique. C'est sobre, c'est simple, c'est efficace. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'usine? On ne sait pas, ça se trouve il y a juste un tueur qui rôde dans le coin, qui a tué les jeunes filles, qui les a enterrées on ne sait où, peut-être qu'il y a des fantômes, peut-être que les jeunes filles ont trouvé un truc qui a fait qu'elles ont kiffé leur meilleure vie, ça on sait pas.